Bonjour, bonjour, bonjour. Mopaya, mopaya. Mopaya, mopaya. L'invité du jour. L'invité du jour, fidèles auditeurs, auditrices, c'est l'invité de ce mardi 10 décembre 2024. C'est un invité pas n'importe lequel. Écoutez, comment on fait? On va faire comme d'habitude. Pour découvrir notre invité de ce jour, nous allons faire appel à Nickel Nzanoa qui va nous présenter évidemment notre Mopaya du jour. Il s'appelle Henri Désiré Ndjosi, né le 8 janvier en Belgique. Il est journaliste, influenceur, analyste géopolitique, conférencier et homme des médias. Henri Désiré Ndjosi est économiste de formation. Reconnu en tant qu'analyste des questions des géopolitiques et diplomatiques, il est aussi producteur associé au journal télévisé diplomatique en République démocratique du Congo, contributeur à La Voix de l'Amérique depuis 12 ans, consultant auprès de Vox Africa Paris et correspondant diplomatique auprès de Medil TV. Expert consultant à Egmont Institute depuis plusieurs années, Henri Désiré Ndjosi est depuis 2014 le cofondateur et vice-président du Think Tank African Diaspora Network in Europe. Une structure qui promeut un dialogue permanent entre les diasporas africains et les institutions européennes. Henri Désiré Ndjosi est également président de Oshola Network, un réseau qui rassemble les opérateurs économiques, culturels et associatifs afropéens. Modérateur et conférencier réputé, Henri Désiré Ndjosi est régulièrement invité et sollicité en tant que maître des cérémonies, facilitateur et présentateur d'événements politiques, économiques et institutionnels de haut niveau. Il a à son actif la présentation du sommet des chefs d'État de l'Union africaine sur la masculinité positive le 25 novembre 2021, la pré-COP conférence des parties 27 à Kinshasa le 3-4 octobre 2022, l'investiture du président de la République pour les second mandats le 20 janvier 2024 pour ne citer que celle-là. Il a également officié pour le compte de nombreux forums internationaux de premier plan, notamment Sultani Makutano 5 et 6, Expo Béton, Katanga Business, Semaine belge, Semaine française de Kinshasa, Semaine italienne, Forum Invest en Tunisie et tant d'autres. Défenseur du dialogue multiculturel et du partage des valeurs, il est depuis 2019 l'initiateur de Apéro de la diversité. Henri Désiré Ndjosi est notre Mopaya du jour. Donc, fidèles auditeurs et auditrices d'Afri Radio, vous êtes connectés sur la 104.7. Nous sommes au Congo central à Matadi et nous sommes également à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, d'où nous émettons en direct. Et sur la 91.4, je sais que Watoto, Akatanga, Nami Salimia, vous êtes connectés. Monsieur Henri, oh là là, excusez-moi parce que vous voyez, je suis sous le... comprenez mon émotion. Bienvenue sur Afri Radio. Merci infiniment de m'accueillir, Hélène. C'est un bonheur de vous avoir ce matin. Un homme aussi chargé, à un moment donné, j'étais en train de me dire, je devais parier. Est-ce qu'il pourra venir? Est-ce qu'il pourrait être là? Mais quelle ponctualité! En tout cas, c'est grandiose, aussi grand que vous. Merci beaucoup pour ça. Et nos auditeurs vous en remercient aussi parce qu'ils vont apprendre. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et je tenais vraiment à rencontrer l'équipe d'Afri Radio. Et l'accueil qui m'a été réservé me touche énormément.
Waouh. Monsieur Joseph Bahati, t'es autant sous l'émotion que moi de recevoir Monsieur Henri Zouzi? Oui, bon, parce qu'ici, on a une culture de personnes qui ne sont pas trop ponctuelles. C'est-à-dire, le rendez-vous et le temps, souvent, on ne marie pas trop. Et puis, quand on ne respecte pas, on trouve cela normal. Sinon, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir, Monsieur Henri Désiré Nzoundi. Une biographie plutôt impressionnante. Peut-être la plus longue jamais lue ici à Free Radio. Et d'ailleurs, c'est pas la totale, hein. On a dû résumer en quelques lignes, c'est pas la totale. Je plaide coupable. Je plaide coupable, mais bon, en même temps, je ne savais pas envoyer moins d'éléments parce qu'il fallait que vous ayez suffisamment, disons, d'informations pour pouvoir me faire passer sur le billard. On va dire ça comme ça. Et s'il faut par exemple que vous vous présentiez en quelques lignes, 30 secondes par exemple? Je dirais citoyen du monde, pleinement engagé, conscient de ses responsabilités et qui voue un culte immodéré pour la République démocratique du Congo. Alors, il faut rajouter par là que vous avez quand même un nom pas si facile à écrire. Oui. Nzouzi. Il y a parfois, il y a à la fois un accent, c'est ça, il y a une apostrophe, c'est ça, et puis il y a OU dans le nom, et pourtant c'est un nom bantou, ce qui n'est pas trop courant ici. Comment on explique ça? Non, mais c'est très simplement, mon grand-père Henri Nzouzi, dont j'ai hérité en fait le prénom, au milieu des années 40, lorsqu'il vient à Kinshasa, il est accueilli par l'administration coloniale et lorsqu'il est enregistré par le fonctionnaire de l'époque, un Belge évidemment, d'abord le nom c'est Nzouji, N-Z-U-J-I à l'origine, qui veut dire juge en Chiluba. Ok. Oui, tout à fait. Alors le fonctionnaire remplace le J par le Z. C'est la première transformation du nom de notre famille. Ok. Et lorsque mon père arrive aux études à la fin des années 50 en Europe, la deuxième modification du nom intervient lorsque, je crois, le fonctionnaire, en fait, à qui il a affaire, qui a du mal à prononcer le nom correctement, ajoute l'apostrophe et le O, peut-être par souci de coquetterie, enfin, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que mon père va étudier avec ce nom-là durant toutes ses années d'études. Et moi, comme je suis né en Belgique, ce nom va figurer sur mon extrait d'acte de naissance. Et en 1971, lorsque le maréchal Mobutu décide, il n'était pas encore maréchal à l'époque, mais enfin, quand il décide le recours à l'authenticité, donc tous les Congolais de l'époque récupèrent leurs noms ancestraux, authentiques. Et là, Nzouzi Kamandé, c'est le nom qui m'est donné, mais surtout, l'orthographe de mon nom redevient Nzouzi, N-Z-U-Z-I. Et ce qu'il y a de très marrant dans cela, c'est qu'en fait, à un moment donné, j'ai dû, utiliser en fait deux identités, mais pour laquelle on avait établi une liaison en disant que ce monsieur et ce monsieur ne sont qu'une seule et même personne. Parce que ça pouvait effectivement porter à confusion. Mais bon, en tout cas, voilà, les choses étant ce qu'elles sont. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et pour nous, c'est un bonheur immense parce que vous êtes un modèle pour tous ici. Tout à l'heure, on se le disait. Mais seulement, on se pose la question, est-ce que vous parlez aussi le lingala quand même? Oui. J'ai lu que vous avez plusieurs langues Disons locales. que je parle le lingala, mais le problème, c'est l'accent. Mais attendez, du moment que... Il y a quelques jours, je pense... Eddie Isango m'a appelé de Washington, parce que je collabore depuis 12 ans avec La Voix de l'Amérique. Et j'ai fait avec lui une émission en lingala sur les grands enjeux diplomatiques, puisque c'est une de mes spécialités. Et je lui dis, écoute, Eddie, moi, tu connais mon accent, c'est pas... Il me dit, non, on veut comme ça, mais nous aussi, on va se dire que bon... Parce qu'après, au final, les auditeurs... Diction oratoire, fimbo, non. Alors, mais Monsieur Henri, on va passer du temps avec vous, et c'est pour parler essentiellement de l'art oratoire à l'ère du numérique. Maintenant que le numérique a pris
beaucoup de place, vous le savez mieux que nous, parce que vous côtoyez un peu plus l'environnement, on va dire, occidental, hein, c'est ça. À quel défi à relever, et puis la place de l'intelligence artificielle dans ce qu'est en train de devenir l'art oratoire aujourd'hui. Partant de cela, il faut reconnaître quand même que vous êtes l'un des principaux orateurs de la République démocratique du Congo. Vous avez presté lors de cérémonies plutôt grandioses. On parle notamment de la prestation de serment du 20 janvier 2024, prestation de serment pour le deuxième mandat du président de la République. Est-ce que vous considérez d'abord vous-même comme un grand orateur ? Alors, c'est très compliqué de porter un jugement sur soi-même. Oui. Je pense que c'est aux autres de le faire. Disons que je me réjouis de savoir que le travail que je fais peut susciter un intérêt. Et donc, ma responsabilité à ce moment-là consiste à veiller à ce que la qualité de ce travail puisse continuer et surtout veiller à ce que ça puisse susciter des vocations. Ça veut dire que s'il y a des hommes et des femmes qui souhaitent se lancer sur le même créneau, évidemment, c'est avec énormément de joie, d'engagement que je m'implique pour justement les accompagner sur cette voie-là. Et pour une cérémonie comme celle-là, par exemple, la prestation de serment d'un président de République, vous voyez ce que ça veut dire. Comment est-ce que vous vous y prenez ? Quand d'abord vous avez l'information que non, c'est vous, hein, le dévolu a été jeté sur vous. Déjà, comment ça se fait que ça soit vous ? Pourquoi c'était vous ? C'est sur un choix, il y en avait plusieurs, c'était parce que vous étiez le seul. Déjà, au départ, on a envie de connaître un peu tout ça, de se remettre un peu dans la peau. Bon, il y a d'abord, je pense qu'il y a la réputation et puis il y a aussi les précédents. Cela a été rappelé durant la lecture de ma bio. J'ai eu effectivement l'opportunité d'animer et de présenter, de modérer un sommet des chefs d'État. Ce qui déjà en soi est quand même assez particulier. D'autant qu'à l'époque, le choix venait à l'initiative, c'était l'Union africaine. Parce que bon, il se trouve que j'ai quelques relations à l'Union africaine et j'ai déjà eu à modérer des conférences ministérielles à ce niveau-là. Donc, il y a une connaissance, on sait, tiens, celui-là, pourquoi pas, on ne sait jamais. Et puis bon, il y a aussi le fait que j'ai eu quand même ici à animer quasiment tous les plus grands forums nationaux. On parlait de Makutano, KBM, Expo Béton, le forum sur les affaires du Congo central. J'essaye aussi de m'impliquer dans les forums provinciaux et régionaux parce que c'est important de promouvoir les potentialités économiques. Mais pour répondre précisément à votre question, il y a effectivement le fait que vous avez le protocole d'État, avec lequel j'avais déjà eu l'occasion de travailler à Bruxelles, parce que lorsque Fachi, on va l'appeler comme ça, le chef de l'État a été élu lors de son premier voyage en Belgique, c'est moi qui l'ai accueilli sur scène devant 8000 personnes. C'était à Bruxelles Expo. Et donc, il y a déjà à ce moment-là, il y avait déjà un premier contact avec le protocole d'État. Donc, il savait comment est-ce qu'on pouvait, en fait, ensemble collaborer et harmoniser les vues, etc. Et c'est vrai qu'avant l'événement du 20 janvier, j'ai aussi présenté la cérémonie d'ouverture des Jeux de la francophonie. Ça aussi, Voilà, et donc je pense que le choix probablement s'est porté sur moi parce que je connaissais déjà le cadre. C'était la deuxième fois que je m'adressais devant un public nombreux au stade des Martyrs. La deuxième fois après les Jeux de la francophonie. Oui, tout à fait. Et puis, alors le travail évidemment, c'est qu'avec le protocole d'État, on essaye d'établir un conducteur, puisque à l'origine, je devais présenter toute la cérémonie jusqu'à la fin. Et puis, voilà, à un moment donné, j'ai suggéré de faire l'arrivée des chefs d'État et d'introduire ensuite la suite de la cérémonie, donc la partie investiture avec notamment la remise des symboles traditionnels, la prestation de serment proprement dite devant la Cour constitutionnelle. C'est un moment d'intense émotion. Je l'ai dit il n'y a pas très longtemps à l'un de vos collègues ici que quand vous avez l'habitude de faire ce genre de choses, à un moment donné, vous ne vous posez plus la question de savoir si vous pouvez le faire, vous le faites tout simplement. Et vous avez des automatismes qui se mettent en place et qui vous permettent
au fond, de soutenir le regard de 100 000 personnes. Et là, quand vous regardez, par exemple, le stade de Martyrs, c'est plus de 80 000 personnes, oui, tout à fait. Imaginez. Je ne vous parle même pas du public, parce que je m'excuse, mais pour les Jeux de la francophonie, c'était retransmis en direct sur TV5 Monde. Oui, non, mais vu que vous êtes alors, quand vous pensez à tout cela, est-ce qu'il n'y a pas une certaine frousse? Non. Qui en résulte? Stress. Non, je vais vous dire, ça vous paraîtra peut-être surprenant, mais en tout cas, à mon niveau, non. Alors, ce qui m'a aussi aidé, il faut bien le dire, c'est qu'il y avait quand même quelques répétitions, mais la mise en situation, certes, était impressionnante, mais je me suis focalisé sur un seul objectif. Pendant toute la durée de la cérémonie, en fait, j'ai fait le pari de ne m'adresser qu'au chef de l'État. Donc, en fait, il y avait que 2 personnes, en fait. Il y avait moi, il y avait le chef de l'État. Même si, entre le chef de l'État et moi-même, il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ça permet de rester concentré, d'être focus. Et puis, bon, vous savez, nous avons bénéficié du soutien de Vivendi Sport, qui est une structure française qui dépend du groupe Vivendi et qui a déployé une équipe ici très professionnelle. Pendant toute la durée de la cérémonie, j'avais une oreillette. Il y avait une régie. Et lorsqu'il y avait l'entrée des... là, vous parlez des Jeux de la francophonie. Une délégation qui entrait. La régie me disait, voilà, Henri, attention, maintenant, ça va être la délégation du Burkina qui va entrer. Et j'avais ma collègue qui était là, qui elle aussi avait l'oreillette, donc on pouvait très facilement anticiper. Et on savait exactement ce qu'on allait dire, même s'il y avait une partie, je dirais, impro. La partie que j'ai improvisée, notamment, c'est lorsque j'ai demandé 1 minute de silence pour les victimes. Ça, c'était pas du tout prévu au scénario, mais le moment de gravité me paraissait suffisamment intéressant que pour rappeler que le pays était agressé et qu'il fallait par conséquent observer une minute de silence pour toutes les victimes. C'est quand même époustouflant comme travail, mais on retiendra que vous prenez quand même le temps de préparer et que donc il n'y a pas de hasard. Tout est préparé, tout est carré. Oui, parce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de hasard. Il faut que les choses soient structurées dès le départ, même s'il y a une part d'improvisation, mais il faut qu'elle soit minimale, parce que c'est souvent là qu'on se plante. Il faut surtout avoir l'humilité de suivre le programme tel qu'il a été élaboré. Et ça permet à toutes les parties prenantes, ça peut être la régie, ça peut être éventuellement le protocole d'État, ça peut être... Il y a beaucoup d'éléments en fait qui font que c'est un travail d'équipe en réalité. Waouh, c'est tellement passionnant que je vous dis, chers auditeurs, on est en plein cours, nous. Ici, on en profite pour prendre cours de ce qu'on ignorait et qu'on apprend davantage parce qu'on apprend tous les jours. Oui, on apprend tous les jours, ça c'est clair. Alors, on va faire un tour du côté de la régie pour écouter un petit peu. Après, on va revenir pour parler un petit peu des passions aussi parce que, bon, à part le boulot, il est passionné, il a un modèle et on va en parler tout à l'heure. Jarod Manken Kangolou, Betela biso moi milolo wana et qui dit ça biso moi pio et bon tozonga juste après. Bonjour, bonjour, bonjour. Tango ya kosepela eye ba gigabyte ebele lokola bamvula ya décembre na Africell zo connexion 4G non-stop na offre Happy Hour. Topé na ba besoin pendant 1 heure, 2 heures, ata 5 heures. Profitez na ba gigabyte na talo ya moins cher vraiment. 1 gigabyte na 25 unités na validité ya 1 heure. 2 gigabytes na 50 unités na validité ya 2 heures. 5 gigabytes na 50 unités koba na minuit. 4h59 na Happy Hour ya Africell. Sala ba téléchargement, ba mise à jour. Profitez na internet 4G ya kafu. Mais yeba, offre uyo kozwa yango kaka na Afriman pe na My Africell app. Beta étoile 10 20 dièse pour na ko activer to pe kokota na application My Africell. Na Africell, internet eza Happy Hour. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Bonjour, bonjour, bonjour. Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Google, YouTube, XXX. Le clic sur Internet. Et
Histoire d'attirer votre attention, chers auditeurs, auditrices. Vous savez que dès qu'on dit ce mot, ça veut dire que Tania Kintiona, Dimex Baïssé sont en place pour le clic et le clac. Monsieur Henri Désiré, vous savez, nous avons une rubrique. Aujourd'hui, les réseaux, on peut pas vivre sans eux, mais voilà. Et donc, les deux personnes devant nous, ici présents, nous font l'honneur de faire le tour sur les réseaux et nous ramener un petit peu ce qui fait buzz, ce qui fait... Voilà, bon, voilà. À toi l'honneur, Tania. Tu sais mieux le dire que moi. Bonjour, Hélène Kalema. Bonjour, monsieur Nzouzi. Justement. Bonjour à vous, bonjour. Bonjour, monsieur Nzouzi. Aujourd'hui, dans les clics et les claques, vous êtes libre de donner votre avis ou bien de vous abstenir, évidemment. Pour ne pas qu'on dise que oh non, notre invité était venu. On va rapidement aller dans notre tout premier élément du jour. Et pour avoir ce premier élément du jour, c'est avec Dimex Baïssé. Oui, notre premier élément du jour parle justement des réseaux sociaux. Monsieur Nzouzi, vous aimez les réseaux sociaux? Disons qu'il me semble utile dans le cadre de ce que je fais. Ou vous considérez que ça détruit les mœurs, tout ça? Non, je pense que de toute façon, chacun est responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Mais je pense que les réseaux sociaux peuvent être utilisés à bon escient. Force est de constater qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Voilà, justement, notre première vidéo parle de ces changements des mentalités qu'emmènent les réseaux sociaux dans le mental de jeunes. On va suivre ça avec Jarod Makinkangol Lagrasse. On va vous demander juste de vous retourner juste un tout petit peu. On a vu. On a vu que l'événement Internet, ça a changé beaucoup de choses. C'est que les jeunes, là, écoute, nous on est africains. Écoutez, on est africains, s'il vous plaît. On est africains. Il y a des choses que nous on ne peut pas changer. Il y a des mœurs que nous ne pouvons pas supprimer parce qu'il y a la mondialisation, parce qu'on doit s'adapter. Aujourd'hui, on s'est gêné pour demander en mariage sa femme. Moi, je ne suis pas contre. Mais c'est pas quelque chose qui nous appartient. Et ça, dans la culture, on a bissoté. On a copié ça. On a copié ça ailleurs. Dans le papa n'a biso génération, papa n'a biso leka. Tu imagines l'un de nos papas ici que bah un problème na mère va la mère na sima. Tu viens poster na Facebook. Tu vas poster va là. Na habité. So ibine comme la moni pe na nozole a ole la mère. Papa soit dans plus. Est-ce qu'on comprend? Mais respect mon général Bozéné. Côté to outil, na place to comme fragilité mon bimbali to comme na lelo na habité quoi. C'est la vie d'un jeune homme sur Internet. Nous, ici à Free Radio, nous allons maintenant suivre la vie de d'autres invités, Monsieur Nzouzi. Alors, deux choses, si vous le permettez. L'arrivée des réseaux sociaux a sorti de l'anonymat des millions et des millions de personnes. Aujourd'hui, derrière votre écran, vous avez le pouvoir. C'est le moins que l'on puisse dire. D'ailleurs, c'est simple. En fait, vous avez la possibilité de créer une actualité, de la partager sans qu'elle ne soit forcément vérifiée. Et vous avez des gens qui sont réceptifs et qui accueillent cette information sans esprit critique ni de discernement. Ils prennent donc pour argent comptant ce qui se dit. Pire encore, lorsque cette même information est relayée, lorsqu'elle devient virale, elle s'impose comme étant la vérité, alors qu'en réalité, vous avez une intox ou une infox, c'est selon, et vous induisez en erreur des centaines et des centaines de milliers de personnes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, me semble-t-il, c'est que on a un vrai sentiment de liberté, parce qu'à partir du moment où vous avez la possibilité d'impacter, d'influer, d'influencer des centaines et des centaines de gens qui vous relaient sans discernement, sans réflexion, eh bien, vous devenez d'une certaine manière un leader d'opinion, opinion qui n'est pas toujours, je dirais, sincère ou en tout cas conforme à la réalité. Et c'est pour cette raison que les gens souvent se complaisent dans ce genre d'exercice, parce que lorsqu'on vous a privé d'un droit d'expression ou de parole, et que vous avez le pouvoir de le faire derrière votre clavier, eh bien, vous allez susciter une communauté d'intérêt avec des gens qui sont exactement dans la même dynamique que vous. Et à partir de là, on a effectivement un vrai problème, parce qu'en fait, il faut être en capacité de pouvoir, ce que l'on dit communément, séparer le bon grain de l'ivraie. Qu'est-ce qui relève véritablement de l'intérêt commun, de l'intérêt général? Qu'est-ce qui ne tombe pas sous le coup
du trouble à l'ordre public. Mais les gens ne se posent pas cette question parce qu'en réalité, ce qu'ils veulent faire, c'est le buzz. Mais pensez-vous que là, il a troublé l'ordre public ou bien il a conseillé? Alors, dans le cas d'espèce, alors moi je réagissais de manière tout à fait générale. Si vous faites allusion à l'élément que nous venons de voir, voilà quelqu'un qui réagit en fonction de ses valeurs. Et il met effectivement dans la balance une pratique sous d'autres cieux et leur importation dans un environnement, on va dire, bantou, où c'est vrai que le moins que l'on puisse dire, c'est que nous sommes peut-être nourris par d'autres types de valeurs et de comportements. Vous avez ce que l'on appelle les différences socioculturelles qui peuvent effectivement reposer sur des choses qui n'entrent pas toujours en ligne de compte ou qui sont tout simplement étrangères à nos valeurs, à nos us et coutumes. Mais lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, permettez-moi de vous le dire, si vous êtes sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, etc., les images que vous consommez viennent des quatre coins du monde. Et à un moment donné, vous vous faites une opinion. Si vous vous faites une opinion en vous disant « Ok, je prends pour moi sans plus », ou si vous vous faites une opinion en vous disant « Ah, j'ai quand même le sentiment d'appartenir à quelque chose qui me dépasse », mais que vous accueillez tout cela sans discernement aucun, là, on a un vrai problème. Et je pense que le maître mot, c'est la responsabilité individuelle. Oui, mais vous pensez par exemple à l'exemple qu'il a donné tout à l'heure, que les hommes d'aujourd'hui deviennent galants, les jeunes hommes d'aujourd'hui deviennent galants. Est-ce que, non, moi j'allais plutôt dire que vous pensez, selon lui, peut-être que nos grands-parents n'étaient pas galants. S'il y a juste une façon différente, par exemple, de voir les choses avec l'avènement justement de raison. Le maître mot reste et restera toujours le respect que l'homme aura pour la femme. La galanterie, c'est un ensemble de codes, d'attitudes, de comportements qui permettent à la femme de bénéficier de l'attention la plus complète de l'homme. Et pour l'homme, c'est effectivement un moyen d'exprimer le respect et la considération qu'il a pour une femme. Ce sont des usages, en fait. Nous vivons en société. Lorsque vous élevez un enfant, vous lui apprenez à dire bonjour quand il le faut. Lorsqu'un homme est face à une femme, je pense qu'il faut qu'il la traite avec tous les égards. Mais il ne faut pas non plus se méprendre, parce que sous certaines latitudes, la galanterie est considérée comme une faiblesse. Parce qu'on veut l'homme puissant, le macho, la caricature, quoi. Celui qui ne prend même pas la peine de céder sa place à une femme quand elle monte dans un bus quelque part. Moi, j'ai déjà vu comme ça des scènes, une femme enceinte qui se retrouve debout, entourée d'hommes assis. Aucun ne s'est levé. Oh, mais vous, si vous le faites, on va dire on a qui moi n'a pas toté. Non, ce n'est pas ça. Je pense que la bonne éducation n'a pas de frontières. Où vous êtes élevé ou vous ne l'êtes pas. Ça n'a rien à voir avec la géographie, avec les zones géographiques, avec le cadre dans lequel vous vivez. C'est une manière de pouvoir vivre en société, en bonne intelligence, en respectant les uns et les autres. Et c'est ça qui est important. Or, aujourd'hui, ce que l'on voit, malheureusement, c'est une érosion de certaines de ces valeurs. Les gens veulent aller plus vite, plus loin, plus fort, sans se soucier des conséquences et sans accorder la place qui revient à ceux qui les entourent. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre avis, en tout cas explicite, Monsieur Nzouzi. Je vais lire 2-3 commentaires ramenant justement de cette vidéo. Motomso Alobi au Sololi, Motomso Alobi Ngakuto, je suis devenu son abonné parce qu'il aime bien ce que le monsieur a dit. Jeune Oyo, Nzo Tomki, Meme Yo Kamaloba Vitamine, c'est pas moi, c'est Internet. Au Solo Libro, loin de là d'être garant, tu mérites de galon. Alors, Tobandi Kofungo la mise sur certaines choses. Bozo le bac mondialisation, Oyo Biso Topesi et le côté. Mais Nyo Sotozu Yabat. Wana eza pire colonisation, culture. Oh, Tozoa, Siko, c'est pas moi, c'est Internet, excusez-moi. C'est vrai que la génération africaine n'a pas à suivre la mondialisation d'un web. Ou encore, il dit peut-être parce qu'il n'est jamais tombé éperdument amoureux ou n'a jamais vu cela chez d'autres personnes. C'était des commentaires sur cette vidéo. Le temps nous fait défaut, Hélène Kalima. Entre-temps, c'était donc les clics et les claques. Merci beaucoup, Tania Kinsiona, Dimex Baïsé pour les clics et les claques. Quant à nous, ça continue dans Mon Jour avec notre mot païa du jour. Tout de suite. Bonjour, bonjour, bonjour.
L'invité du jour. L'invité de ce mardi 10 décembre 2024 n'est d'autre que Monsieur Henri-Désiré Nzouzi qui nous fait l'honneur d'être avec nous dans ce studio. Mais alors, avant que Monsieur Bahati reprenne un petit peu sur le sujet du jour, moi j'aimerais quand même revenir un petit peu sur votre vie, hein, parce que moi j'aime bien naninga fouiller vie à bateau. C'est que côté moi attiré na vie nayo, et ça d'abord modèle nayo. Modèle nayo Nelson Mandela. Bon, c'est vrai que moi, je suis un peu un modèle, c'est sa femme, on dirait 27 ans. Mais quelles étaient les raisons? Quelles sont les raisons? Et comme ça, pourquoi? À quel moment est-il devenu votre modèle? Avant ou après? Alors d'abord, quand il était incarcéré à Robben Island, je n'étais pas encore né. Maintenant, quand vous regardez l'histoire de l'Afrique du Sud et son dénouement heureux, au moment de sa libération, voilà un homme qui nous a donné 3 leçons. Une première leçon, une leçon d'humilité. La seconde, une leçon de résilience. Et la troisième, c'est une leçon de tolérance. L'humilité parce qu'en dépit de ce qu'il a vécu, il a su rester le même. Alors, vous allez me dire, 27 ans, ça vous change une vie, effectivement. Il a trouvé un monde qui a complètement changé, mais les valeurs qui ont forgé sa personnalité sont restées intactes. Ensuite, au niveau de la résilience, c'est la capacité qu'il a eue à se servir de ce long séjour pour surmonter en fait un traumatisme. Et ce traumatisme, il l'a traduit en une phrase que j'aime beaucoup. Il a dit « Moi, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Et il a appris ce qui s'est passé. Il a appris de la méchanceté, il a appris de la trahison. Et il s'est servi de tout cela pour rebondir, pour surmonter, je dirais, une épreuve qui a été extrêmement difficile. Et la leçon de tolérance, c'est quand il devient président de la République, il n'y a aucun esprit de revanche dans sa tête. Il est déjà dans la génération suivante. Et il a posé les bases d'une coexistence pacifique entre les vaincus d'hier et ceux d'aujourd'hui. Et je pense que c'est un parcours suffisamment éloquent de la part de quelqu'un qui a su se retirer du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, ce qui est quelque chose de quasi impossible en Afrique aujourd'hui. Oui, ça. Et au nom de tout ce que je viens de vous dire, pour moi, il reste vraiment la figure à la fois tutélaire, ultime, qui, par le modèle de vie qu'il a eu, ne peut que nous inspirer. Ah ben oui, en tout cas, ça c'est clair. Hein. Il ne peut que nous inspirer. Monsieur Bahati, n'est-ce pas qu'il t'a inspiré toi aussi? Moi, ça continue et il continue à m'inspirer jusqu'à ce jour. Et en cas de polémique, parce que je me serais attendu à ce que vous soyez peut-être, que vous ayez un modèle congolais. Oui, alors, encore une fois, les modèles, on en a beaucoup effectivement, mais il y a parfois des modèles qui transcendent tout simplement vos propres origines, en fait. Vous aurez posé la question à quelqu'un d'autre qui vous aurait peut-être répondu en parlant, je ne sais pas. Hein, juste pour flatter. Voilà, pour dire non, moi, mon modèle, c'est par exemple Fidel Castro, c'est Amilcar Cabral, c'est tel ou tel. C'est souvent des figures qui ont lutté pour l'émancipation de leur peuple. Mais au-delà de cette émancipation, il y a véritablement la libération de la parole et la capacité, à un moment donné, que ces gens ont eu à impacter sur la vie des gens et des autres. Et en fait, ils ont défendu une cause qui les dépassait personnellement. Alors, on va revenir à l'art oratoire, à l'ère du numérique. Alors, le numérique, certes, vous vous en servez aujourd'hui pour pratiquer votre art oratoire qui contribue à plus de 50% au métier que vous pratiquez au jour le jour. Quelle est la place, justement, qu'occupe le numérique dans ce que vous faites comme orateur? Mais moi, je veux dire, à titre personnel, c'est dans des proportions minimales. En réalité, si vous... Mais oui, bien sûr, lorsque vous avez besoin de vous informer, vous vous informez. Là, il n'y a aucun problème. Lorsque vous devez faire ce que l'on appelle un conducteur, c'est-à-dire le dérouler étape par étape
d'une cérémonie, d'une conférence, d'un événement en particulier, vous le faites. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que la part de l'humain, ce qui vit intrinsèquement en vous, prend le dessus, évidemment. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains empruntent des raccourcis, mais en réalité, dans ce que nous faisons, quand vous me voyez sur scène, bon, je n'ai pas d'ordinateur, parfois même, je n'ai même pas de feuille de papier. Et ce que je dis, c'est parce que je le sais, parce que je le maîtrise, et parce qu'en fait, l'habitude fait qu'à un moment donné, quand vous faites des tâches de manière répétée, vous arrivez à un moment donné à faire les choses naturellement. C'est vrai qu'aujourd'hui, les outils de la nouvelle technologie de l'information et de la communication nous permettent de nous informer davantage sur les gens que vous allez accueillir, sur les sujets que vous allez aborder. Ça vous permet effectivement d'avoir ce que l'on appelle des éléments de langage qui vous permettent dans un débat de relancer un panéliste sur une question spécifique. Mais ça s'arrête là, je veux dire. Mais pour le reste du travail, c'est vous qui le faites en tant qu'individu par rapport à ce que vous savez, par rapport à ce que vous faites, etc. C'est-à-dire que vous êtes quand même resté de la vieille école, on va dire, vous préférez. La vieille école, je ne sais pas. Moi, voilà, vous savez, je me souviens, il y a 30-40 ans, j'avais des platines à la maison, je mixais, je m'amusais. Donc, je faisais les choses manuellement. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de platine. Vous avez un logiciel qui fait tout le travail à votre place. Moi, ce que j'essaie simplement de vous expliquer, c'est que dans la spécificité de ce que nous faisons en tant que modérateur de conférence ou maître de cérémonie, c'est de restituer une émotion, c'est de pouvoir conduire les choses de manière la plus humaine possible, et que le seul apport de ces nouvelles technologies, c'est en termes d'information ou en termes d'animation. Quand je dis animation, ce n'est pas pour parler, mais c'est projection sur écran, de visuel, animation, etc. Mais ça s'arrête là. Pour le reste, je crois que les individus qui décident de faire ce boulot savent que en réalité, ils ont un outil à leur disposition, qu'ils peuvent s'en servir, mais qu'en aucun cas cet outil ne remplacera les compétences réelles ou supposées qu'ils ont. Donc c'est la part humaine qui intervient en tout cas en grande partie dans ce que vous faites. Et on parle de la part de l'intelligence artificielle qui semble être de nos jours une menace au travail que vous faites. Comment est-ce que vous percevez cela? Alors il y a deux choses. L'utilisation de l'IA aujourd'hui, selon moi, me semble utile et nécessaire dans un monde compétitif et globalisé. Mais il faut encadrer son utilisation pour éviter les abus. Maintenant, il y a des domaines dans lesquels l'IA est utile, on ne va pas se mentir, parce que ça permet un gain de temps conséquent. On sait par exemple aujourd'hui qu'il est tout à fait possible de poser une voix off créée par l'intelligence artificielle. Vous faites une économie d'échelle à ce moment-là, c'est-à-dire que vous vous passez carrément d'un journaliste ou d'une personne qui aurait dû être payé, qui aurait dû être payé pour cela. Bon, ça, ce sont des logiques économiques qui sont justifiées par d'autres considérations. À titre personnel, je ne suis pas opposé par principe à l'utilisation de l'IA pour des voix off. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans la plupart des gares en Europe, lorsqu'il y a des annonces qui sont faites pour informer les voyageurs de retard de certains trains, etc., il faut savoir que c'est souvent l'IA qui est utilisée. Parce que c'est un gain de temps et parce qu'effectivement, vous avez un modèle mathématique qui fait qu'il est possible de pouvoir réaliser des choses en temps et en heure. Oui, mais ça fait quand même quelques personnes qui ne sont plus rémunérées, par exemple, pour une tâche donnée parce que remplacées par des machines. Mais qui peuvent être réaffectées ailleurs. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, effectivement, nous avons un problème. On va le voir. Alors, on va avoir un gros problème parce que déjà ici, moi, en fait, dans autres talents, on a une vision quinoise, une vision congolaise. C'est-à-dire que si ça devait se passer comme ça ici, déjà que Tozol, il a déjà mis ça là en haut et Zalapeda, moi, pas si mingi. Mais alors, on va revenir et tout à l'heure, on va revenir pour que, bon, je crois qu'on a assez débattu quand même sur le sujet oratoire. Hein. Tout à l'heure, retourner à privé, à Wezawa, qui a plaisir à retourner à Wanga, auditeur, c'est pénible à poser. Mais ça sera juste après le sport parce que place au sport avec Joseph Bahati qui va nous donner quelques grandes lignes sportives. Donc voilà. Kalonji Glodi, Nyata Potoleka. Bonjour, bonjour, bonjour.
football, handball, basketball, tennis, kebo, zango, masano. Il est 10h50 à Kinshasa, mesdames et messieurs. L'actualité sportive aujourd'hui, c'est d'abord la liste de Otis Ngoma qui a été publiée hier pour le championnat d'Afrique des Nations qui doit démarrer en 2025. Et la République démocratique du Congo doit, pour aller là-bas, jouer les éliminatoires. Ça va être contre le Tchad en double confrontation. Match aller d'abord le 21 décembre prochain à Abidjan. Bon, le Tchad ne peut pas jouer dans la capitale N'Djamena parce qu'il n'y a pas de stade homologué par la CAF. Et puis le match retour est prévu en République démocratique du Congo, fort probablement au stade de Martyr, même si l'endroit n'est pas encore bien déterminé, à part la Confédération africaine de football. Alors la liste de joueurs publiés, il y a 25 joueurs au total. Le nom, vous allez les découvrir dans notre édition de 13h. Retenez quand même qu'il y a 7 joueurs de l'AS Maniema Union, 5 du Tout-Puissant Mazembe, 5 joueurs du FC Saint-Éloi Lupopo, 2 joueurs des Aigles du Congo et puis 1 joueur pour V-Club, Blessing, Renaissance, Rangers et Ange Vert. Voilà donc pour cette liste. Ou alors ce championnat d'Afrique des Nations qui a déjà été remporté par la RDC à 2 reprises. Pour l'édition qui est attendue, ça va être la 8e édition et va s'organiser à la fois en Ouganda, au Kenya et puis en Tanzanie, même si le Kenya semble traîner le pas. Et il y a un processus donc, qui a été amorcé à la Confédération africaine de football pour évaluer d'abord l'état d'avancement des infrastructures au Kenya et puis de voir la pertinence de remplacer ou non le Kenya par un autre pays de l'Afrique de l'Est. Et puis l'actualité sportive également, ces images que vous avez certes vues, le match donc entre l'AS Vita Club et le Football Club Étoile du Kivu qui se joue au stade Tata Raphaël. C'était le dimanche dernier, match du championnat national de la Lina Foot. Un match qui s'est terminé en catastrophe. Monsieur Henri, vous allez voir ce qu'il s'est passé donc au stade Tata Raphaël. Là, en orange, c'est les joueurs de Étoile du Kivu qui venaient de jouer contre l'AS Vita Club. Bon, ils ont perdu 2-0, mais par la suite, on ne sait pas ce qu'il s'est exactement passé. Mais vous voyez qu'ils ont été pourchassés par les supporters de l'AS Vita Club. Une situation plutôt compliquée. Donc parce qu'il y a au moins 7 joueurs de l'Étoile du Kivu qui ont été blessés aux dernières nouvelles, des pertes également matérielles autour de cela. De quoi énerver les supporters donc, de cette formation de Étoile du Kivu. Ils ont même envahi la toile disant qu'ils attendaient le match retour pour voir ce qui allait se passer à Bukavu. Là, c'est le gardien d'Étoile du Kivu qui est donc sérieusement heurté et incapable de se relever après le coup de sifflet final donc. Et le président de cette équipe a tenu à réagir notamment après des messages qui ne cessaient de circuler sur la toile promettant en fait de l'enfer à l'AS Vita Club quand il sera question d'aller jouer à Bukavu. Et le président d'Étoile du Kivu a écrit une investigation sérieuse au sein de nos fans et membres de différents organes du club démontre le caractère extérieur et mal intentionné de pareilles sorties ingénieusement conçues dans le camp de nos adversaires locaux qui voient une précieuse occasion de creuser notre tombe avant la maladie. Étoile du Kivu, par ma bouche, en ma qualité de président du comité de coordination et fondateur de ce club, cette conspiration tentée de joie pour ce qui nous est arrivé n'est que bouillabaisse ordurieuse et n'engage que ses auteurs originaires. Depuis son existence, Étoile du Kivu n'a jamais sémé de troubles au stade. Nous sommes tout oui, toute oreille vers la Lina Foot pour voir les sanctions qui seront prises à l'égard de ce club récidiviste dont le comportement de ce fanatique s'écarte du grand sérieux et de leurs dirigeants, en premier le président Amadou Diaby qui m'a déjà présenté ses excuses et sa désolation. Prof Maître Sylvanus Mouchibonane, président du comité de coordination et fondateur du FC Étoile du Kivu. C'est match donc de la Lina Foot et effectivement la Lina Foot a tout de suite réagi parce que dans un communiqué de presse publié hier, il a été dit que les résultats du match étaient suspendus en attendant les résultats des investigations qui étaient menées. Les recettes étaient également saisies par la Lina Foot, le championnat qui doit quand même se poursuivre demain parce que l'Étoile du Kivu, on ne sait pas comment ils vont faire parce qu'il y a plusieurs joueurs qui sont blessés à la suite de ces échauffourées. Mais cette équipe doit jouer contre l'OC Renaissance. Ça va être demain à partir de 15h30 au stade Tata Raphaël ici à Kinshasa. Voilà donc, Henri Désiré Nzouzi. Le sport, on imagine que ça vous intéresse aussi quand même. Hein? Oui, bien sûr. Peut-être pas forcément le foot. Ah si, absolument. Oui, tout à fait, bien sûr. Quelle équipe
Alors, je ne vais pas vous mentir, pendant très longtemps, une vingtaine d'années, en fait, j'étais vraiment accro au football, au point même de maîtriser parfaitement l'année de... Comme spectateur, comme pratiquant? Non. Alors, les deux, en fait. Dans le football, en tout cas, j'ai pratiqué à un moment donné, puis bon, je me suis mis un peu à l'écart, mais j'étais très attentif aux compétitions internationales, avec un focus particulier sur la Coupe du Monde. Ouais. Mais très vite, ça commençait à me lasser, en fait. Oh. Dans le sens où je ne regardais plus qu'à partir des quarts de finale. Okay. Parce que ça ne m'intéressait pas de regarder les matchs de poule. Ça me fatiguait, tout simplement. Ce qui est un vrai changement par rapport à ce que je ressentais par rapport au football, que j'ai toujours aimé. Mais c'est vrai qu'il y a eu une forme de lassitude, peut-être d'autres centres d'intérêt qui sont venus. Mais j'ai toujours gardé un œil attentif par rapport à ce qui se passait. Alors, vous qui vous inspirez de Nelson Mandela, quand vous voyez des images comme ça, au terme d'un match de football, du championnat national de votre pays, qu'est-ce que ça vous fait? C'est incompréhensible. D'abord parce que le sport est avant tout, au-delà de la compétition, un moment de confrontation, mais surtout de convivialité, de respect. Se mesurer à l'autre peut avoir des vertus intéressantes. Ouais. On repousse ses limites et on a la possibilité d'exprimer tout le potentiel qui est en nous. Mais vous savez, la nature humaine, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire que la frustration, souvent, elle s'exprime par la violence. Et cette violence, malheureusement, il faut la combattre sous toutes ses formes. Ouais. Et ne pas être, disons, complaisant à son égard. Et il faut la traquer où qu'elle soit. Et il faut surtout sanctionner par l'exemple. D'accord, merci beaucoup. On poursuit notre évasion dans Mon Jour. Bonjour, bonjour, bonjour. L'invité du jour. L'invité du jour, vous le savez, chers auditeurs, auditrices, nous avons l'honneur et le privilège d'avoir dans nos studios aujourd'hui Monsieur Henri Désiré Nzozi qui nous fait l'honneur d'être là. Mais moi, par contre, là, j'aimerais quand même qu'on revienne un petit peu sur ce qui se dit dans le langage quinois pour qu'on ait comprendre Bissomo Mingi. Ils nous suivent depuis Kinshasa, Matadi, Lubumbashi. Lélo, je le dis en lingala, comme ça quand même on aura l'occasion de vous entendre parler avec un accent. En parlant de cet accent, c'est parce que vous avez fait toutes vos études en Belgique, en France, à l'étranger? Alors, j'ai étudié effectivement en Belgique, j'ai étudié ici, en ici à Kinshasa? Où ça? Où ça? J'ai fait l'école française. Ah ben voilà, on reste encore dans le collège Bogoto. J'ai même fait une année d'études au campus. Ah bon? Absolument, tout à fait. Oh là là, parce que moi je pensais que... je parle il y a presque 40 ans quand même, donc il y a eu des prescriptions, mais enfin bon, voilà. Ah bah presque 40 ans, mais en tout cas en vous voyant, on ne dirait pas que vous avez fait plus de 40 ans. L'année prochaine, j'ai 60 ans, au mois de janvier, oui. Ah ok. Alors enfin, là... l'année prochaine, en 2026, le 8 janvier, j'aurai 60 ans. Et là, le secret, c'est quoi? Le bien-être ou le pouvoir? État d'esprit, d'abord état d'esprit, je pense qu'il faut aussi prendre soin de soi. Et ça, ce n'est pas forcément une question de moyens, c'est une question d'hygiène de vie, d'état d'esprit, oui, hygiène de vie, je pense, oui, absolument. Ok, génial. Je voudrais être modèle, en tout cas. Alors, près de 60 ans sur Terre, donc, pas si facile. On va voir si vous pensez au lendemain de votre pays, des générations futures, en termes de projets, en termes de combien vous mettez tout ce que vous avez eu comme acquis au profit justement de la République démocratique du Congo. Il est dit dans votre biographie, par exemple, qu'en 2019, vous avez initié Apéros de la diversité. J'ai bien prononcé là? Absolument. En quoi ça consiste? Alors, c'est une initiative que j'ai prise à Bruxelles à cette époque-là parce que 2-3 ans auparavant, il y a eu les fameux attentats à l'aéroport de Zaventem et dans le métro Malbec. Et il y a eu un climat détestable en Belgique à l'égard notamment des minorités visibles. Certaines populations étaient ostracisées, soit par leur origine, soit par préjugés.
Et j'ai réfléchi à un moment où il serait utile de réunir les représentants de ces différentes communautés, mais qui ont un rôle social en Belgique. Des gens qui ont des emplois, donc profession libérale, politique, monde associatif, et les réunir comme ça au cours d'une soirée où on échange, où on exprime une préoccupation et où on présente des projets. Là, c'est toutes les communautés ou les diasporas africaines? Non, toutes les communautés. Ouais. Alors, maghrébines, parce que souvent, ils se dissocient de l'Afrique. Ouais. Voilà, et d'ailleurs. Et le but, c'était vraiment de faire interagir ces personnes-là qui, quand même, contribuent à la richesse du pays d'accueil, mais qui s'investissent aussi dans les pays d'origine. Donc, c'était de les réunir pour les faire réagir sur un certain nombre de sujets et leur permettre de s'exprimer sur des projets ou des informations, des choses qui les intéressent au premier chef. Et depuis 5 ans, tous les 2 mois, j'organise les apéros de la diversité dans différents lieux à Bruxelles. Et vous, est-ce que vous investissez dans votre pays d'origine? Bien sur sûr. Quel plan? Il y a plusieurs manières d'investir dans son pays et il y a plusieurs manières de servir son pays. Contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas toujours financier. Ça peut être du temps que vous consacrez, de l'énergie pour des choses pour lesquelles vous n'êtes pas payé. Quand vous passez dans les médias étrangers pour défendre l'image de votre pays, lorsque vous plaidez pour davantage de responsabilité de la part de la communauté internationale par rapport à une situation scandaleuse qui se produit dans le pays, lorsque vous Mais au niveau acceptez... des Quinois qui vous voient le faire se disent que c'est parce que vous êtes dans le pouvoir. Êtes-vous du pouvoir? Ça veut dire quoi être dans le pouvoir? Être le pouvoir, bon, déjà vous voir maître de cérémonie lors de la prestation de serment. Pour les Quinois, on se dit « Oh, Moutafachi », terme clair, auto-employeur. Mais je comprends, j'ai beaucoup d'indulgence par rapport aux gens qui pensent cela parce que ces personnes ne m'ont vu que maintenant, alors que moi, j'ai travaillé déjà à l'époque de Mzé Laurent-Désiré Kabila. Si je vous dis qu'en 1998, j'étais d'Irkaba aux affaires étrangères, la plupart de ceux qui font ce genre de commentaires n'étaient même pas nés. Donc, je crois que, voilà, il faut prendre le temps aussi de connaître les gens. J'ai eu l'opportunité, et là je réponds encore plus précisément, de négocier pour le compte de notre pays à un moment très particulier de son histoire, lorsque déjà en 98 on était agressé. Moi j'ai participé au cycle de négociation de Lusaka comme expert pour le gouvernement. Nous avons porté la voix de la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies dans toutes les instances pour que cesse cette barbarie et pour que soit prise en compte la position officielle de la RDC. Il y a d'autres initiatives dans lesquelles je me suis investi. Et vous savez, quand vous faites les choses, si vous vous attendez à ce qu'on vous reconnaisse le mérite ou que vous soyez récompensé, ça ne marche pas toujours comme ça. La plupart du temps, vous faites des choses dans l'anonymat. C'est vrai que depuis maintenant une quinzaine d'années, les choses que je fais, lorsque vous me voyez dans des forums, etc., sont visibles. Écoutés. Mais la part de ce qui est fait dans l'anonymat, vous ne pouvez pas imaginer. Et parfois, on peut se sentir effectivement seul, mais on a néanmoins la satisfaction d'avoir fait quelque chose pour son pays. La satisfaction d'avoir fait quelque chose pour son pays. Et est-ce que ça suffit à ce point-là? Mais vous savez, Jean-Paul Sartre a refusé le prix Nobel en 1964. Vous savez pourquoi il a refusé? Pourquoi? Parce c'est un existentialiste. Donc, pour lui, l'existence précède l'essence. Et il n'a pas voulu qu'en recevant ce prix-là, il soit considéré uniquement comme prix Nobel toute sa vie. Et dans sa philosophie, l'homme se réalise de manière perpétuelle. Lorsque vous franchissez une étape, vous êtes condamné à aller encore plus loin, à vous réaliser. Si vous n'êtes défini que par l'image que l'on vous donne, là on a un problème, vous êtes bloqué, vous n'évoluez plus. Et moi je suis de ceux qui pensent que même si vous faites des choses qui ne sont pas visibles, ce n'est pas une raison pour baisser les bras, il faut continuer, c'est un travail de longue haleine et ce sont les générations suivantes qui prendront le relais. Si vous vous inscrivez dans cette dynamique, comme ces hommes politiques qui voient déjà une génération suivante plutôt que de voir une élection, là vous vous inscrivez dans une perspective durable. Et est-ce qu'il y a des projets qui vous passent toujours par la tête jusqu'à aujourd'hui malgré toutes vos réalisations? Oui, bien sûr, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et tant que vous avez la force et l'énergie pour le faire, pour partager cela, vous devez le faire. C'est une responsabilité. Je pense que nous sommes d'une certaine manière destinés, chacun à la place qui est la nôtre, de faire notre part. Quelle que soit, je dirais,
volume, la dimension, l'importance. Ce qui est important, c'est d'avoir franchi le premier pas, poser les jalons. Et je pense que les gens vous seront reconnaissants, même si ce n'est pas toujours le cas. Mais vous dites vous-même que votre citation préférée est « L'ambition dont on n'a pas les talents est un crime ». Oui, tout à fait. Je pense que lorsque vous vous lancez dans une initiative, vous devez vous donner les moyens d'y parvenir. Si vous le faites pour le regard des autres, là on a un problème. Parce que souvent, trop souvent, je l'observe notamment dans nos sociétés africaines, on fait parfois les choses par défi. Alors là, je vais parler en lingala. Oui, mais ça c'est bien en lingala. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Faites les choses si vous en êtes convaincu. Si c'est uniquement par défi, si c'est uniquement pour vous mettre en valeur, peut-être que ça peut marcher. Why not? Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? C'est pour ça que vous avez des choses qui ne durent pas. Et si vous voulez vous donner les moyens d'aller le plus loin possible, vous devez d'abord avoir l'humilité de reconnaître quand vous ne savez pas. Quand on ne sait pas, on demande. On ne s'entête pas. Et vous avez des gens qui se lancent dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans la télévision, et qui veulent gérer ça eux-mêmes au lieu de s'entourer de gens qui savent. Si vous n'avez pas les compétences de votre ambition, c'est criminel. C'est mort. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait? Beaucoup de choses. Mais moi, je poserais la question différemment. Je me poserais la question de savoir qu'est-ce que j'ai déjà fait. Et quand bien même, je serai en mesure... On a parlé de votre biographie. Dans votre biographie, on a justement énuméré tout cela. On se dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous passe toujours par la tête? Vous dites, ah, tel projet, je n'ai pas encore réalisé, mais il faut que j'y arrive. En permanence. Vous noterez quand même que moi, quand j'ai commencé à faire ce que je fais, les réseaux sociaux n'avaient pas la même influence qu'aujourd'hui. Donc, ça veut dire que vous avez potentiellement la possibilité d'accroître ce que vous faites en termes d'audience, en termes d'impact, etc. Et là, effectivement, les nouvelles technologies peuvent être un atout non négligeable. Et donc, c'est un nouveau défi que vous vous lancez. Et puis, il y a une deuxième chose aussi, c'est que les publics se renouvellent. Et donc, ce que vous disiez il y a 10 ans, aujourd'hui, n'est plus tellement valable. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les jeunes qui ont la possibilité de s'informer directement. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Alors, il y a des choses intéressantes que l'on peut en tirer, mais il faut, je dirais, la lucidité, le discernement et l'intelligence nécessaires pour savoir ce qui peut vous apporter. Et tout dépend de l'usage que l'on en fait, encore une fois, et c'est là que je parle de responsabilité individuelle. L'autre question, c'est est-ce que vous dites que vous avez déjà atteint le point culminant de votre carrière? Non. Non, bien sûr que non. J'ai conscience du fait que j'ai été associé de très près à des événements que notre pays n'est pas prêt d'oublier. Je rappelle que la dernière manifestation d'envergure avant les Jeux de la francophonie, c'était le combat Ali Forman en 1974. Pas encore né. Alors, vous imaginez en 2023, les 9e Jeux de la francophonie, un événement sportif international retransmis en direct par des médias comme notamment TV5 Monde, et vous retrouvez en première ligne, comme ce fut mon cas avec ma co-animatrice, vous n'oubliez pas cela. De la même manière, lorsque vous êtes partie prenante de l'investiture du chef de l'État pour un second mandat en présence de 18 chefs d'État, ça veut dire le tiers des chefs d'État de l'Afrique étaient présents. C'est des chefs de gouvernement. Oui, en plus, mais 18 chefs d'État. Vous vous dites, waouh, c'est quand même pas mal. Ouais. C'est vrai que, bon, il y a eu d'autres moments comme ça dans le passé où j'ai rencontré Kofi Annan, Jacques Chirac en leur serrant la main. Vous vous retrouvez dans des endroits où vous vous sentez très petit. Vous avez l'humilité de reconnaître que vous n'êtes pas grand-chose dans cet environnement-là, mais vous avez la satisfaction d'avoir pris part à l'écriture de l'histoire. Et moi, je pense que c'est la chose la plus gratifiante, finalement, au-delà de la reconnaissance, c'est de vous être retrouvé à un moment particulier de l'histoire de notre pays et d'avoir contribué à l'écriture de cette histoire. Est-ce que vous voulez l'écrire encore davantage? Parce que généralement, chez nous, on a l'habitude de se dire que quand on est proche de la politique, on finit par vouloir en faire.
Est-ce que vous avez ces ambitions? Non. Vous défendez déjà votre pays. J'ai servi, je l'ai dit, j'ai été directeur de cabinet adjoint aux affaires étrangères. J'ai même été pendant quelques temps conseiller diplomatique à la présidence de la République. Un peu plus haut, je veux dire. Voilà. Encore une fois, je vais vous répéter ce que j'ai dit à Jean-Marie Kassamba quand il m'a reçu dans son émission sur Télé 50 il y a de cela 6 mois. Je lui ai dit, il y a plusieurs manières de servir son pays. On n'a pas besoin d'être ministre pour être utile au pays. Et moi, je reste dans cette dynamique-là. Ni candidat présidentiel. Ni candidat, ni ceci, ni cela. Tout dépend de l'état d'esprit que vous avez. Mais ceci dit, on peut changer d'avis. Donc, je pense que les choses ne sont pas figées, bien évidemment. Mais je peux vous faire une confidence, c'est que j'aime énormément ce que je fais et très franchement, je le fais avec passion et dévouement et je voudrais que ça continue. Vous êtes influenceur et vous nous influencez tous d'une manière ou d'une autre. Moi, je bois vos paroles là, donc voilà. Alors, je crois que monsieur... Justement, l'influence, c'est aussi par rapport à ces jeunes qui sont en train de nous suivre à l'instant. Il peut y avoir, par exemple, un jeune garçon et une jeune fille qui soit quelque part âgé de 15 ans ou 18 ans, venant en peine d'avoir son diplôme d'État, comme on appelle ça ici, pas baccalauréat. Et la personne se dit, comment je fais pour devenir comme Henri Désiré Nzouzi? Qu'est-ce que vous allez dire? Alors moi je me suis engagé dans pas mal de programmes de mentorat par exemple où je suis des parcours individuels ou collectifs où j'essaye de transmettre un tant soit peu mes connaissances pour essayer justement de créer les conditions d'un passage du témoin. Parce que ça, c'est la grande difficulté dans nos pays africains, c'est que l'on puisse transmettre le témoin à la génération suivante. On est souvent trop accroché, trop attaché à nos privilèges, à nos statuts, etc. Ah oui, on lâche pas en pensant que l'on est éternel. Non, ce n'est pas vrai. Il y a un moment où vous devez, même si vous êtes dans la fleur de l'âge, préparer ceux qui viennent après, les associer à ce que vous faites, leur montrer la voie. Et là, vous avez déjà contribué à faire quelque chose d'important. Susciter des vocations est une chose, mais encourager les gens à suivre leur voie en est une autre. Le seul problème, il faut bien se le dire, on ne va pas se mentir ici, c'est que nous sommes dans un monde de plus en plus impatient. Où parfois les modèles de réussite sont souvent calqués sur des réussites spectaculaires. Et là où les gens se trompent très souvent, et je pense aux jeunes, c'est que souvent ils pensent que la recette peut être transposée à tous les individus. Or, chacun évolue à son rythme. Si quelqu'un réussit plus vite que vous, comme on dit vulgairement en lingala, moninga zui, c'est bella. Et ça, c'est de plus en plus compliqué encore. Déjà, on a tout CP la raté. Voilà, parce qu'il y a une frustration et on culpabilise du fait que certains évoluent plus vite que nous. Non, c'est juste que vous avez des contextes différents, des environnements différents, des rythmes différents, des circonstances différentes et des personnalités différentes. Voilà, il y a ceux qui sont prêts à tout et il y a ceux qui sont plus mesurés, plus réservés, plus raisonnables. À ces jeunes, vous dites d'être patient alors? La patience est une vertu cardinale. Il ne faut jamais aller plus vite que la musique. Ah, ça. Jamais. Jamais aller plus vite que la musique. C'est notre mot païa du jour. Et pour la dernière ligne droite, nous le gardons évidemment pour la toute dernière ligne droite. Mais par contre, on va l'emmener à découvrir Sarah Atundu. Elle est notre fashionista maison. Elle, c'est la beauté extérieure, donc Fashion Time. Quand il s'agit de tout ce qui est tendance, astuce, beauté, je pense qu'elle va nous dévoiler votre secret, Monsieur Henri, parce que comme à presque 60 ans, il ne les fait pas, chers auditeurs. Pour les internautes, c'est clair que vous l'avez remarqué. Mais là, je peux vous assurer que, oh là là, alors tout de suite, Fashion Time. Bonjour, bonjour, bonjour. Fashion Time. Fashion Time. Fashion Time. On parle de la mode, du stylisme, des tendances vestimentaires sur la 104.7 Afri Radio. Sarah Atundu, notre fashionista Afri Radio. Salut Machou, ça va ma chérie? Ça va bien, Hélène Kalema Nzambe. Ah, en personne, Moutoua Zamani. Ah oui, bonjour monsieur Henri Désiré. Bonjour. Bienvenue chez vous. Merci. On va parler sap. Vous aimez la sap?
Ah oui, hein, justement. Oui, enfin, en tout cas, j'aime voir les gens saper. J'ai un ami d'ailleurs qui est un sapeur, mais incroyable. Vous aussi, vous êtes sapé. À l'africaine. Hein. Ouais, j'aime bien. À l'africaine. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sac tendance. Waouh. Et les hommes et les femmes le portent, pardon. Excusez-moi. Il s'agit du sac banane. Ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Ah. Et HK, toi, ça te dit quelque chose? Oui, biso dobe en mouchachino. Voilà. Ah, HK, je t'aime pour ça. Monsieur Henri Désiré. Je t'aime. Mouchachino, na linga la peau. Je t'aime pour ça. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle sac banane? Tout simplement en raison de sa forme et de sa manière de le porter. C'est comme ça qu'on l'appelle, sac banane. Et ce type de sac est généralement porté autour de la taille, un peu comme une ceinture. Et puis ce sac est pratique pour transporter les objets, surtout quand vous partez en randonnée. Vous avez les mains plus dégagées, vous pouvez visiter, regarder la nature sans être encombré. Et puis d'abord pour la petite histoire, ce sac a été conçu en 1980. Oui, c'était pour les randonneurs et les sportifs. Et après ça, en 1990, c'est devenu 90, hein? Non, on dit 90. C'est devenu un accessoire de mode populaire et tout. Et au début des années 2000, ce sac a perdu sa popularité. Et après, vers les années 2010, je crois, grâce aux influenceurs, aux créateurs de mode, ce sac est redevenu encore à la mode. Et jusqu'à nos jours, c'est un sac qui est très porté, qui est prisé par les jeunes, par toutes tendances confondues, les enfants et tout. Alors, il est conseillé de souvent porter le sac banane avec des tenues très décontractées. Par exemple, lorsque tu fais du sport, tu es en basket et tout ça, tu peux porter le sac banane. Bon, ça dépend. Tu peux aussi le porter pas seulement autour de la taille, mais tu peux le mettre aussi comme un sac à bandoulière ou bien autour de l'épaule. Donc, il faut être un peu créatif, pas seulement rester focus sur le fait de mettre ça autour de la taille. Non, tu peux mettre ça de n'importe quelle manière. Et plus avec un style très décontracté, hein, que tu peux porter le sac banane, c'est comme ça. Donc c'est pas un sac qui nécessite beaucoup trop d'efforts. Et c'est plus mikolo ba maman ba question la bala bilo na wende pour on ma mi bi. Ah mais c'est pas prudent. Non mais c'est pas prudent. Non mais c'est pas prudent de c'est pas prudent d'aller dans un endroit comme le marché avec le sac banane. Tu es distrait parce que tu peux être distrait, tu regardes oui et on coupe ça et on part avec. Tu vas pas t'en rendre compte en fait parce que c'est un sac qui te laisse être libre dans tes mouvements, tu regardes la nature, tu regardes par-ci, par-là. Est-ce que j'ai menti, monsieur Désiré? Non, pas du tout. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Voilà, c'est ça le sac banane mouchachino. Communément appelé mouchachino. Moi, j'aime bien ce sac, mais j'ai jamais eu l'occasion d'en acheter. Je sais pas pourquoi. Ah bon, bah essaye de le faire maintenant. Ah bah oui, je pense que je vais le faire. Quand tu feras du sport, t'es bien. Bon, je fais pas de sport déjà, donc. Ah bah ça bon, viendra. en randonnée, je mettrai le sac banane. Super, ma chérie. Merci, c'était donc là. Merci, HK Yanzambe. Sarah Tundu, notre fashionista. Ça continue dans mon jour pour la toute dernière ligne droite. Bonjour, bonjour, bonjour. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Afri Radio. Il est 11h20 et c'est l'heure de l'actu culture en bref. La 7e édition du festival Yambi City a débuté hier lundi 9 décembre et ira jusqu'au 14 décembre. Pour Oracle Ngoy, initiatrice du collectif Africa Diva et du festival Yambi City, ce festival a pour objet de permettre aux femmes de montrer leur création et de créer leurs propres opportunités en synergie. Ce pour promouvoir les talents de femmes artistes de divers horizons. Et puis Majeco Productions présente Werason et son Wenge Musique à Maison Mère le dimanche 29 décembre à 18h dans un concert barbecue en relax. Ça sera au restaurant l'Olive Verte sur le boulevard du 30 juin. Et pour annoncer son retour au pays, le chancelier des Zimbabwe et le drapeau blanc vont se produire le samedi 21 décembre à 19h au village Shentemba. Toujours dans l'actualité, l'artiste Jibin Piana et son Wenge BCBG vont se produire au théâtre de Gymnase Maribel à Paris le 31 décembre de 23h à l'aube. La billetterie est déjà ouverte. Et pour finir, Adolphe Dominguez Tatamo Beach annonce la sortie de son album intitulé 12 le jeudi 12 à 12h. Et la présentation de cet album est prévue pour le jeudi 16 janvier à 18h au village Shentemba, une production signée Majeco Productions.
Voilà tout pour l'actualité culturelle en bref. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Afri Radio et La Tranche. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà donc après notre actu culture en bref, présentée par Nickel Nzanoa, nous sommes en train pratiquement de chuter avec notre invité du jour, Monsieur Henri Désiré Nzouzi. Mais finalement, si vous devez choisir une description de vous, vous êtes journaliste, homme de médias, conférencier, influenceur, vous direz quoi si on devait juste en choisir un? C'est quoi? Qu'est-ce que vous préférez? Parce que après c'est un peu le même monde, hein, on peut dire. Henri Désiré Nzouzi. Simplement. Simplement. Pas le titre après. Non. Alors, monsieur Henri, Ozo Bombelabiso Makambo Fête, vous savez ce que ça veut dire? Il y a peu, vous venez d'organiser le 5 décembre dernier, le Networking. Ça, c'est en prévision du Djelani Africa Business Investment Forum Doha 2025. Bon, j'aurais pu dire 2025 en anglais, mais je ne sais pas. De quoi s'agit-il exactement? C'est un forum économique au cours duquel nous allons faire ce qu'on appelle du matchmaking. C'est quoi le matchmaking? C'est que vous avez fait d'abord le 5. C'était quoi? Alors, d'abord, c'est un événement dont le 5, depuis maintenant bientôt 4 ans, tous les mois, j'organise à Kinshasa un networking, un réseautage à l'origine qui réunit les acteurs de la vie internationale, c'est-à-dire les diplomates, les missions diplomatiques, le système des Nations Unies, les multinationales, les ONG et les diasporas, autour d'un verre ou d'une thématique où les gens peuvent interagir et prendre la parole pour se faire connaître. Et à cette occasion-là, pour cet événement-là que j'ai organisé sur le Majestic River, c'était une séance d'information pour donner un certain nombre d'éléments par rapport à ce forum qui aura lieu au printemps prochain à Doha, au Qatar, avec l'idée d'attirer les entrepreneurs congolais et hommes d'affaires qui sont soucieux d'approcher le marché qatari et avec l'idée aussi de, disons, promouvoir l'image de la RDC en termes de terre d'opportunités d'affaires. Et donc ce moment très important permettra aux opérateurs économiques des deux pays de faire connaissance à un moment où le Qatar est très actif sur le plan économique, commercial, géopolitique dans le monde, mais aussi en Afrique. Je rappelle que depuis le 1er juin de cette année, Qatar Airways offre une liaison directe entre Kinshasa et Doha. Et donc nous organisons donc cet événement-là et nous comptons communiquer régulièrement sur l'état d'avancement et on offrira la possibilité à ceux qui le souhaitent évidemment d'y participer, moyennant évidemment finances. Moyennant les finances qui vont jusqu'à... Pour vous donner juste un ordre de grandeur par rapport au package qui sera proposé, le package vraiment le plus bas, c'est-à-dire le billet d'avion, le séjour, donc la prise en charge du séjour, petit déjeuner compris, l'accès au forum et aux visites qui seront organisées durant les 4 jours, il faut compter entre 2000 et 2500 dollars. Ça, c'est la fourchette basse. L'événement aura lieu après le Ramadan, parce que le Ramadan commencera le 2 février pour se terminer le 29 mars. Donc, nous aurons peut-être à fixer une date à ce moment-là, mais vous serez informés. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que dès la mi-février. Je me demande, vous qui organisez souvent des conférences, vous n'avez pas l'impression que c'est plus facile quand vous organisez à l'extérieur de la RDC qu'à l'intérieur? Parce qu'à l'intérieur, il s'avère que vous êtes buté à plusieurs problèmes. Oui, il y a beaucoup de problèmes, mais il y a quand même des modèles de réussite en termes de forum. En plus, c'est Makutano, puisque j'ai eu l'opportunité d'animer 2 éditions. On a Expo Béton, on a le Katanga Business Meeting. En parlant d'Expo Béton, moi, quand j'avais entendu Expo Béton, on a vu aux béton. Non, c'est le salon des villes et des infrastructures. Qui s'appelle Béton. Non, Expo Béton. C'est une initiative qui a été lancée il y a bientôt 10 ans par l'honorable Jean Bamanissa et qui a pour vocation de créer un dialogue entre tous les acteurs qui sont actifs dans le développement des villes, dans les infrastructures, dans le bâtiment, les travaux publics, l'aménagement urbain. Donc c'est un moment très important. Alors, on est en train d'atterrir. Henri Désiré Nzouzi, couleur préférée? J'en ai plusieurs, mais j'avoue que le bleu est une couleur qui m'a toujours séduite. Repas préféré? Je ne saurais pas répondre à votre question, tout dépend de mon humeur. Bon, comme par exemple aujourd'hui, vous serez d'humeur à manger
wana penza kwanga fumbwa na likabu. Aïe aïe aïe. Est-ce que vous avez une préférence musicale? Le jazz, ça c'est, je le dois à mon père. Mon père m'a initié au jazz, j'avais 6 ans. Vous aviez 6 ans à l'époque. Oui, je suis devenu un très gros collectionneur. Mais alors, j'ai rencontré Papa Wemba en 1995 dans son bureau, avenue Henri Barbuse, c'était à Paris. Bonne mémoire. Pendant qu'on discutait, parce que j'avais sponsorisé son concert. À l'époque, je dirigeais une messagerie qui s'appelait Blue Post. En fait, on faisait les transferts d'argent, les colis, etc. à partir de Bruxelles. Et il y avait un concert à la Plaine Saint-Denis. Et je suis allé le voir pour lui dire que je voulais sponsoriser. Donc, il m'a accueilli. Et pendant qu'on discutait, le téléphone sonnait. Et c'était Gloria au téléphone avec lui. Et à un moment donné, je comprends que Gloria lui demande avec qui il est. Et il lui dit « Nazana Désiré Nzouzi ». Alors il dit « Répétez, Désiré Nzouzi ». Et c'est comme ça que mon nom est cité dans une des chansons où ils disent « Désiré Nzouzi na Katia Blue Post ». Et ça, c'est dans une des chansons de Gloria. Ah, ok. Voilà. Ok, magnifique. Voilà. Est-ce que vous avez un faible pour un penseur, un philosophe? Parce que vous en avez l'air en tout cas. Oui, oui, il y en a quand même quelques-uns qui m'ont marqué. Sartre, par exemple, j'aime beaucoup l'idée de l'existence qui précède l'essence. C'est-à-dire que vous êtes le seul à pouvoir donner du contenu à ce que vous êtes. Mais pour cela, vous devez d'abord exister. Et ça me plaît énormément. Et ça nous plaît également énormément. Et le plus, c'est parce que nous avons pu passer pratiquement 1h30 avec notre mot paella du jour. Moi, je vous assure, chers auditeurs, j'en ai appris. Je pense que vous avez participé aussi à cette leçon d'apprentissage en direct sur Afri Radio. Je salue l'honorabilité Jerry Bolakofo. L'honorabilité Jerry Bolakofo. Merci de nous avoir suivis. Matika Songo. Glody Akina Zobambote Outie pas RP Nabiso, chargé des relations publiques Macri et Kanga. Monsieur Henri Désiré Nzouzi, est-ce que vous pouvez dire un dernier mot à tous nos auditeurs et auditrices d'Afri Radio? C'est un privilège d'être accueilli à Afri Radio. Je suis conscient du fait qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et ces choses-là, j'aimerais qu'on puisse les faire, même en étant éloignés les uns des autres, mais ensemble. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Waouh! Alors nous irons plus loin, parce que seul c'est donné. On a envie d'aller plus loin, n'est-ce pas, Monsieur Bati? On se dit au revoir? Au revoir, c'était un plaisir. Un plaisir de t'avoir partagé ce temps avec toi. On se retrouve demain. Restez fidèles au programme d'Afri Radio parce que la radio des hits sans limite, le programme continue. Merci à la réalisatrice Nickel Nzanoa, à la mise en onde, le meilleur Jarod Manken Kangalou. Et on se retrouve demain. Et un grand merci à l'homme qui chapeaute, le manager officiel d'Afri Radio, Monsieur Christian Kabea, veut dire Christian Schengen. Respect. On se retrouve demain. Chers passagers du vol Bonjour, je vous signale que nous venons d'atterrir sur Afri Radio. La température est bouillante. Je vous demande de rester assis et d'attacher vos ceintures. Ne changez pas de chaîne parce que les programmes continuent sur Afri Radio, la radio anti-stress. L'équipe technique et moi vous disons merci pour la confiance. Bonjour, bonjour.